Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci à tous d'être là en présentiel. Vous êtes extrêmement nombreux. Là, je suis désolée qu'il n'y ait pas de place assise pour tout le monde. Donc, merci à tout le monde qui est là en présentiel et merci aux gens aussi qui nous suivent en ligne. Il y a des gens qui nous suivent en ligne. Par exemple, ma famille, chaque année. Mon père s'est créé un compte LinkedIn pour pouvoir suivre. Enfin, on embrasse ta maman. On les embrasse. Martine et François. Bienvenue. C'est à moi que revient la charge de commencer ce petit mot d'introduction auquel j'ai pas mal réfléchi pendant mes vacances. Et quand je réfléchissais à ce que je voulais dire, ce que j'allais dire, j'ai un peu eu envie de passer mon tour. Parce que face aux horreurs qui se passent dans le monde, je trouve que c'est dur de trouver les mots. Je pensais pas voir de mon vivant un dictateur déclarer une guerre aux portes de l'Europe, des gens traqués aux États-Unis parce qu'étrangers, ou une famine organisée à Gaza. Je ne pensais pas vieillir dans un monde où les valeurs humanistes seraient ringardisées, où l'empathie deviendrait un sentiment dont on devrait se débarrasser, où l'obscurantisme prendrait le pas sur la réalité scientifique. Et j'avoue que ces dernières années, et en particulier ces derniers mois, j'ai perdu beaucoup de naïveté. C'est terrible de faire partie de ceux qui restent lucides, non ? Ici, dans cette salle, on sait que les étés seront de plus en plus chauds, que les tempêtes, les inondations, les glissements de terrain, les sécheresses se feront plus nombreuses, que des espèces vont disparaître toujours plus vite et que des populations entières vont devoir s'exiler. Que tout le plastique produit finit par se déliter en microparticules qui finiront par rendre l'air irrespirable. Que les cancers, l'infertilité et les autres maladies modernes sont en train d'exploser. Que l'eau va se faire plus rare. Et qu'aucun miracle technologique ne nous sauvera de tout ça. On devra passer par la sobriété. C'est terrible de savoir tout ça et de constater que notre société agit comme si ça n'existait pas, comme s'il y avait d'autres choses plus importantes quand même. C'est terrible d'avoir conscience que la biodiversité s'effondre et de voir la loi du plomb passer. Et j'avoue, j'ai peur de l'avenir. J'ai peur en tant qu'être humain, mais j'ai peur aussi en tant que chef d'entreprise. J'ai peur pour ma boîte, j'ai peur pour mes salariés, j'ai peur pour les usines avec lesquelles je travaille. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous aussi vous avez peur pour l'avenir ? Waouh ! Il n'y aurait pas eu ça à la ref. Hein. Non, tout va bien. La loi du plomb est votée. On recule sur les zones à faible émission, sur le zéro artificiel net, sur les passoires thermiques, sur les énergies renouvelables. Et pourtant, dans ce temps de backlash écologique sans précédent, en juin dernier, la loi Fast Fashion est votée à l'unanimité au Sénat. Alors, si vous n'avez pas suivi, la loi Fast Fashion, c'est 2 mesures assez simples pour freiner la surproduction et la surconsommation de vêtements, bref, la pollution dans l'industrie textile. 1. Interdiction de la publicité pour l'ultra fast fashion. Et 2. Bonus-malus en fonction de la durabilité des vêtements. Bon, c'est une loi assez efficace. Elle n'est pas arrivée par hasard. On a travaillé avec des députés de tous les bords politiques pour qu'elle soit poussée à l'Assemblée, malgré l'opposition de certains ministres. On a obtenu victoire alors qu'en face, les lobbies ont déployé des moyens impressionnants. Donc vous avez peut-être entendu parler d'un ancien ministre de l'Intérieur qui a été débauché par une grosse boîte. Mais il n'y a pas que lui. Il est là d'ailleurs. Il y a aussi eu un ancien commissaire européen qui a été bossé pour cette même boîte. Et il y a aussi un ancien haut cadre du MEDEF qui travaille pour Chine. Donc les débats n'ont pas été exemptés de désinformation. Alors, nous, dans les médias, dans les cabinets des ministres, dans les bureaux des sénateurs, on a inlassablement démontré et redémontré, chiffres à la pluie, comment la fast fashion détruit le Made in France, le secteur de la collecte et du réemploi, le commerce de centre-ville, l'industrie textile, mais aussi notre balance commerciale et des dizaines de milliers d'emplois dans la vente. Enfin, cette victoire, on ne l'a pas obtenue seule. On a fait des alliances avec d'autres organisations. On a travaillé avec des politiques convaincus. On a trouvé des compromis. La loi Fast Fashion, c'est une victoire, et c'est indéniable.
la bataille n'est pas encore gagnée. Il y a une commission mixte paritaire qui va examiner le texte à la rentrée, là, enfin, dans quelques mois. Après avoir dû faire face au lobby de la fast fashion, c'est maintenant celui de la grande distribution qui se réveille. Donc il va nous falloir garder notre combativité jusqu'au bout. Pour une raison simple. Parce que si nous ne menons pas cette bataille, personne ne la mènera. Mais au fait, pourquoi ? Pourquoi les autres organisations patronales ne mènent pas ce combat ? La fast fashion a pourtant largement détruit le commerce de centre-ville, l'industrie textile, les marques traditionnelles, le secteur du réemploi et du recyclage, bref, des pans entiers de l'économie française. Il serait logique que les autres organisations patronales demandent elles aussi une régulation de ce modèle. Pourquoi est-ce qu'elles ne le font pas ? Je n'ai pas la réponse. Un autre exemple. En 2013, au Bangladesh, l'immeuble du Rana Plaza s'effondrait. À l'intérieur, il y avait des dizaines d'ateliers de confection de vêtements. Dans son effondrement, plus de 1000 personnes sont mortes et 2000 ont été blessées. Et dans ces décombres, on retrouvait les étiquettes de vêtements Primark, Carrefour, Auchan ou H&M. Quand les familles des victimes se sont tournées vers ces enseignes pour demander des comptes, ces enseignes ont répondu « Ah mais non, c'est pas notre faute, c'était pas nous, c'est nos sous-traitants. On ne savait rien de tout ça. » C'est pour que ce genre de catastrophe n'arrive plus jamais que la loi sur le devoir de vigilance existe. En gros, elle dit que s'il arrive un drame dans la chaîne d'approvisionnement d'une grosse entreprise, alors cette dernière doit en être tenue responsable. Maintenant, imaginez, cette loi est en vigueur. Si vous êtes le PDG de Primark et que vous risquez gros en cas de problème dans votre chaîne de production, vous avez tout intérêt à aller produire là où les lois sont exigeantes. Quel excellent moyen d'améliorer les conditions sociales et environnementales dans les pays fabricants. Conditions qui sont tirées vers le bas depuis des dizaines d'années à cause de la course au toujours moins cher. Et surtout, quelle opportunité de favoriser l'industrie française. Parce que s'il y a un truc dans lequel on est les meilleurs, c'est les standards sociaux et environnementaux. Quelle occasion en or de conférer au Made in France un avantage concurrentiel conséquent. Alors pourquoi le MEDEF, la CPME, l'UDP, bref, toutes les autres organisations patronales, pourtant censées représenter les intérêts des entreprises qui produisent en France, se sont-elles opposées à la loi sur le devoir de vigilance au niveau européen? Et le pire, c'est que ça a marché. En mai dernier, Macron a demandé sa suppression pure et simple. Je vous le dis, à Impact France, on ne laissera pas passer ça. Pas sans nous battre, en tout cas. Et chose inhabituelle pour un mouvement de patrons, on participera à une marche. La marche pour le devoir de vigilance, du 21 au 23 septembre, qui reliera Roubaix, ancien bassin de l'industrie textile française, à Bruxelles, où le Parlement européen doit prendre position sur cette loi. Nous marcherons parce que nous ne pouvons pas laisser arriver un second Rana Plaza, mais aussi pour donner une chance à l'industrie française de renaître, dans un monde où jusqu'ici la compétitivité est régie par cette primo-vice. Celui qui fabrique dans les pires conditions est aussi le moins cher. Impact France va continuer à faire ce que les autres négligent parfois. Penser long terme. Par exemple, en nous opposant à la politique d'austérité menée ces derniers mois en France. Car nous savons que tout ce qui contribue à définancer les services publics finira par handicaper nos entreprises. Si nos salariés sont mal soignés, s'ils ne trouvent pas de place en crèche, si les routes sont mal entretenues, si les transports publics sont défaillants, si nos ingénieurs sont mal formés, si nos ingénieurs sont mal fermés, non, si nos ingénieurs sont mal formés, c'est la rentabilité de nos entreprises qui va en pâtir à long terme. Notre rôle à Impact France est de défendre vraiment l'économie française et sa compétitivité. Et ça passe par préserver les ressources les plus vitales à nos entreprises, les gens et l'environnement. Pour terminer, un message aux personnes qui ont levé la main au début de ce discours, tout le monde, plus peut-être les gens en live derrière chez eux qui étaient là, oui, moi aussi j'ai peur. J'ai une bonne nouvelle. La peur, c'est l'étape juste avant le courage. Quel plaisir quand même de reprendre, en t'écoutant sur scène,
Un bon matin, un 29 août. C'est formidable. Moi, je suis ravi de te retrouver. Ça fait quelques semaines qu'on s'était pas vu. Ravi de vous retrouver absolument tous. Merci pour votre accueil, merci pour votre présence. C'est un grand plaisir. Alors évidemment, le panorama que tu viens de dresser est un peu sombre. Hein, et malheureusement réaliste. Avant de se demander comment renouer avec le futur, hein, retour vers le futur, c'est le thème de nos réflexions aujourd'hui. Je crois qu'il faut prendre un temps pour s'interroger comment en sommes-nous arrivés là. On se souvient, c'était il n'y a pas si longtemps, il y a tout juste 10 ans, on signait les accords de Paris. Et moi, je me souviens, il y a 10 ans, c'était à la fois un immense soulagement, une immense fierté, que ce soit Paris qui accueille la signature de ces accords ambitieux. On se souvient, il y a encore moins longtemps, c'était le Green Deal, avec plusieurs directives, plusieurs projets de directives ambitieux, CSRD, devoir de vigilance, CS3D, etc., qui composaient un tout qui, effectivement, nous redonnait espoir parce que, enfin, on allait orienter l'économie européenne vers plus de frugalité, vers une vraie transition écologique. Il y a encore moins de temps, les entreprises ont commencé à s'intéresser de manière extrêmement active, extrêmement forte, au sujet de la diversité et de l'inclusion. Et les progrès qui ont été conduits dans ces 3-4 dernières années ont été assez spectaculaires, il faut bien le dire, sur un sujet qui était resté malgré tout un peu dans l'angle mort de beaucoup d'entreprises. C'est pas si ancien que ça, et pourtant ça paraît déjà extrêmement loin. Nous avons changé de monde, nous avons basculé. Tu as cité, je n'y reviens pas, tous les reculs récents et nombreux auxquels on a assisté, avec évidemment, j'allais presque dire en point d'orgue, cette élection aux États-Unis qui nous fait extrêmement mal et ça n'est pas terminé. Cette victoire, c'est la victoire des ingénieurs du chaos. Cette victoire, c'est la victoire du cynisme débridé. C'est la victoire des intérêts les plus brutaux. C'est la victoire de la loi du plus fort. C'est un projet global de remise en cause complète de toute régulation démocratique, quelles que soient les conséquences humaines ou écologiques de ce mouvement. Et c'est aussi en face, malheureusement, la tétanie complète de ceux qui pourraient résister. Alors, évidemment, il y a une majorité de gens responsables, de gens qui ont conscience, merci, de gens qui ont conscience qu'on ne peut pas avancer dans ce sens-là. Mais où sont-ils? Où peut-on les entendre? Soit ils font le dos rond, soit ils sont, pardon, les idiots utiles de ces ingénieurs du chaos. Le dernier exemple, c'est évidemment cet accord totalement asymétrique, où l'on nous impose d'un côté 15% de droits de douane, et où, de l'autre côté, on accepte d'acheter pour 750 milliards d'énergie fossile, de pétrole, aux États-Unis. C'est une aberration. Et surtout, c'est une aberration sur le long terme, parce que, évidemment, Trump est insatiable, et il reviendra à la charge à la première occasion. Alors, moi je vous le dis, il est temps de dire stop. Il faut affronter le réel. La soumission n'est pas une option. Trump continuera. Il l'a déjà commencé avec le chantage sur le digital. Nous devons continuer à nous battre et ne pas reculer sur la simplification du Green Deal. Tu as parlé du devoir de vigilance. C'est une aberration. Il y a une loi en France qui date de 2017, qui a été adoptée à la suite du Reza Plaza. Cette loi, elle impose aux entreprises françaises un devoir de vigilance. Elle n'existe nulle part ailleurs en Europe. Le projet de directive dont la France avait pris l'initiative, le projet de directive changeait deux choses. D'une part, il étendait cette exigence du devoir de vigilance à l'ensemble des pays européens, rétablissant pour le coup
une compétition juste entre les différents pays. Et par ailleurs, clause d'extraterritorialité, ce projet de directive imposait aux importations extra-européennes rentrant sur le continent la même exigence de devoir de vigilance. Et tu l'as rappelé, le président de la République a appelé à son retrait, alors même que c'est lui qui en avait pris l'initiative. C'est incompréhensible. Il est temps de dire stop, et on voit que ça marche. La mobilisation sans précédent, plus de 2 millions de signatures contre la loi du plomb, a conduit effectivement à l'annulation des clauses, des articles les plus discutables de cette loi. Et aujourd'hui, on le voit bien, nombre d'entreprises, et votre présence ici en témoigne, sont convaincus qu'en effet, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut affronter le réel, il faut aussi, je crois, projeter le désirable. Lorsque l'on regarde aujourd'hui la transition écologique en Chine, elle est exactement à l'opposé de ce que l'on fait en Europe. Elle n'est pas vécue comme une contrainte, elle n'est pas vécue comme une limitation, y compris au progrès économique, elle est vécue comme une stratégie de long terme. À la fois pour sortir de la dépendance des économies fossiles, que, comme l'Europe, ils n'ont pas, mais également pour investir dans les secteurs qui seront les secteurs de demain, qui feront la compétition internationale de demain. Il est temps que nous ayons une vision positive, stratégique de la transition écologique. Aux États-Unis même, en dépit du drill baby drill, Ford vient d'annoncer 5 milliards d'investissements sur la fabrication de véhicules électriques. Si nous n'empruntons pas cette voie, non seulement c'est évidemment un drame sur le plan écologique, mais l'Europe va devenir une économie de rattrapage à la traîne derrière la Chine en particulier. Nous sommes nombreux à le penser, nous sommes assez nombreux à le dire, en tout cas en privé, nous sommes infiniment trop peu nombreux à le dire publiquement. Beaucoup de patrons en ont conscience. Beaucoup de patrons ont conscience que face à un budget qui marque une régression sociale, un projet de budget qui marque une régression sociale extrêmement forte, évidemment, d'abord ce budget n'a aucune chance d'être voté, et donc la France se retrouvera sans budget, mais par ailleurs, nous sommes en train de déclencher une colère sociale, d'ailleurs légitime, qui de toute façon est extrêmement pénalisante pour notre économie, et ça, les patrons en ont de plus en plus conscience. De nombreux patrons, y compris de grands groupes, ont bien conscience que la planète brûle et que oui, il faut accélérer impérativement sur la transition écologique. Beaucoup de patrons aujourd'hui ont conscience que l'on ne peut pas continuer à gérer les affaires de la France et de l'Europe avec une vision court-termiste comme celle que l'on a aujourd'hui. Il faut que l'on ait une stratégie de long terme, il faut que l'on ait une politique industrielle, une politique de réindustrialisation. Tu citais le secteur du textile, il est tellement emblématique. Si la loi Fast Fashion avait été adoptée plus tôt, eh bien sans doute que des camailleux, des koukaïs, des princesses tam-tam existeraient encore aujourd'hui. Évidemment, nous devons privilégier la commande publique au bénéfice d'entreprises européennes. Évidemment, surtout, nous devons nous protéger. La souveraineté économique de l'Europe passera par sa protection. Quand je vois que le MEDEF, est encore opposé à la taxe carbone aux frontières, j'avoue que je ne comprends pas. Alors, Impact France est évidemment de plus en plus la voix de ces patrons qui ont compris non seulement leurs responsabilités, mais aussi tout simplement leur intérêt de long terme. Ces patrons qui ont compris que non, on ne peut pas conduire le business as usual sans se préoccuper du social et de l'écologie. Et ça marche. Ça fait 2 ans que nous avons été élus
Impact France avait 8000 adhérents, je crois, à l'époque. Aujourd'hui, il y a 30 000 entreprises qui adhèrent à Impact France. Et merci pour vos applaudissements, mais en réalité, c'est le signe de quoi? C'est moins le signe du travail que nous avons fait avec Julia que le signe d'un retournement, d'une prise de conscience, enfin, d'une partie importante du patronat français. Et ça, c'est important, et y compris dans les plus grands groupes de notre pays. Alors oui, on obtient des victoires. On a obtenu provisoirement, on n'est pas au bout, mais une victoire, tu le disais, sur le textile, sur d'autres sujets. Je ne vais pas les égrener, on n'a pas le temps, mais nous devons, d'évidence, continuer ce combat, continuer cette mobilisation. La tribune qui est parue ce matin dans les Échos, signée déjà par 170 dirigeants d'entreprises de toute taille, y compris, et c'est une nouveauté, des entreprises du CAC 40 qui nous rejoignent et d'une certaine manière marquent leur préférence pour Impact France. C'est un signe extrêmement positif qui nous donne de l'espoir. Et d'ailleurs, je vous appelle tous à aller sur Internet, signer cette tribune. En tout cas, je crois que ce 29 août 2025 restera comme le jour où collectivement nous avons dit stop. Merci infiniment. Et gardez quelques forces pour applaudir dans un tonnerre d'enthousiasme celles sans qui ces universités d'été n'existeraient pas. J'appelle Caroline Néron. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, on vous souhaite une très belle journée d'échange, d'apprentissage, d'inspiration et de plaisir. Je voulais vous dire que cette journée, elle a été faite comme chaque année avec des dizaines de réseaux d'entreprises, d'entrepreneurs qui se sont réunis autour d'Impact France pour qu'elle soit la plus utile pour vous préparer dans la rentrée face à vos enjeux, la plus utile face aux enjeux du moment, mais que du coup, on compte sur vous tout au long de la journée. C'est pas une journée où vous allez vous reposer dans votre chaise. Et dès maintenant, vous allez pouvoir découvrir les propositions qui vont être soumises toute la journée. Parce que oui, aujourd'hui, l'enjeu, c'est que vous puissiez construire votre voix. Et donc, à travers le QR code que vous avez ici et que vous devez tous flasher, vous allez découvrir 3 types de propositions. Les propositions générales qui ont été travaillées toute l'année par ces réseaux et qui vont être discutées aujourd'hui dans le manifeste Make the Future Great Again. Et donc, dans toutes les plénières, ces sujets vont être débattus et on va avoir besoin que vous donniez votre avis, que vous posiez les questions et les réflexions. Et puis vous savez aussi qu'on a fait 2 petits, une université des territoires de demain et une université de la finance de demain, également sur les territoires avec les grands réseaux d'élus, l'ARF, Ville-de-France, France Urbaine. Et avec 8 réseaux d'acteurs de la finance en France. Et donc là aussi, vous avez des rapports, des propositions qui ont été préparées et qui vont être discutées aujourd'hui. Donc, vous rappelez qu'on compte sur vous pour que cette journée soit la plus productive, que vous soyez aussi impliqués dans les masterclass et dans les grands débats pour que votre voix puisse faire entendre la diversité aussi des points de vue et de vos expertises et qu'on puisse ce soir, lors du bilan à 18h avec tous les réseaux qui seront réunis, vous faire un premier état des lieux de ce qui aura été discuté et afin de pouvoir avancer ensemble et échanger avec les décideurs qui ont besoin de nouvelles idées, de nouveaux compromis dans les prochaines semaines et prochains mois. Donc merci beaucoup à vous, on compte sur vous pour être le plus actif, interactif possible et on se retrouve ce soir, passez une très belle journée. Merci.